Laissez faire votre clignotant. Entrez directement dans le guide de l'auto. Vincent, cette semaine, je vais te parler d'un monstre, un dinosaure qui a été réanimé. Un TRX. Ouais, le RAM 1500 TRX SRT 2027, parce que maintenant, le RAM 1500 TRX est sous la bannière ou le parapluie SRT. Ils sont revenus avec ça. Ben oui, Street and Racing Technology. Hein. Tu te rappelles le véhicule de SRT? On a eu du côté de la Viper, la Néon, le Challenger. Toutes sortes de véhicules qui étaient des véhicules de rue, en fait, tu sais, un peu dans le mouvement tuning qu'on a pu vivre ensemble parce que ça fait, je te rappelle, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît, Vincent. Québec Tuning, ça dit quelque chose? Oui, exactement. Ouais. Puis, ben, en 2024, vous vous rappelez, on a retiré le TRX de la lignée parce que justement, on s'en allait vers le moteur Hurricane et tout passait. Le V8 MI est passé dans le tordeur. Le V8 MI passait dans le tordeur. Et puis, ben, pas trop longtemps après, on le ramène, évidemment. Ça a été annoncé le 1er janvier 2026, je me rappelle, le jour de l'an. Oui. Tim Kiniskis est arrivé et a dit non, c'est ça, on réanime le dinosaure extrêmement performant qui est le TRX, un véhicule que j'avais conduit puis que toi aussi t'avais conduit dans sa forme le vieux, mais pas si vieux que ça finalement. Évidemment, il a pas changé beaucoup ce véhicule-là physiquement. On a ajouté l'emblème SRT, on a rajouté certaines touches rouges là comme les crochets de remorquage. Là, je pense qu'ils étaient pas nécessairement sur l'ancien modèle, mais essentiellement, c'est pas mal le même véhicule. Il est plus puissant. Oui, absolument. C'est ça, là, je m'en viens à la performance, un peu plus performant du moteur V8 MI 6.2 litres surcompressé. On a été travailler l'admission d'air. On a mis la distribution, les soupapes du Hellcat Red Eye. Alors on est capable de monter en tour minute, si tu veux, pour aller chercher 777 chevaux. Ça n'a pas de bon sens. Hein, quand même, hein, on voulait pas se faire déclasser, donc avec 777 chevaux, 680 livres-pieds de couple avec ce véhicule-là, on a reprogrammé également. Parce qu'il y avait 650 à l'époque. Si je me rappelle bien, un petit peu plus un peu plus de. En tout cas, c'était déjà très suffisant. Même boîte de vitesse là, à 8 rapports. Bon, évidemment, on a changé de l'architecture dans le RAM en changeant du RAM 1500 vers le Hurricane. On a mis à jour certains systèmes dans le véhicule, mais conduire le TRX, ça ressemble pas mal à qu'est-ce que c'était. Écoute, on a une suspension Bilstein Black Hawk 2 avec 14 pouces de débattement à l'arrière et 13 pouces de débattement à l'avant. Ceux qui nous regardent en vidéo ont vu quelques petites cascades qu'on a faites avec le véhicule sur un circuit fermé là, de motocross qu'on a pu l'essayer. Évidemment, sur la route, le TRX, avec toute cette poutine-là, toute cette vaisselle-là d'équipement en route, il y a un petit compromis qui est fait sur la conduite. Bon, je dis petit, peut-être un petit peu plus gros. C'est tellement large. C'est large, c'est un peu soft. Hein, sur la route, c'est pas un véhicule avec lequel qu'on va faire de la conduite dynamique ou qu'on va pouvoir aller sur les routes en ville, par exemple, sinueuses ou quelque chose comme ça. Quoiqu'au Québec, on peut y aller, mais on va ressentir une différence côté confort comparativement à un RAM 1500 normal qui est reconnu pour sa conduite confortable. Évidemment, il y a toutes sortes de modes de conduite qu'on peut jouer avec. On m'a dit du côté des ingénieurs que j'ai essayé, si on le met en mode sport, un petit peu plus rigide, un peu plus adapté à la conduite de route. Et je suis sûr que si j'avais eu un petit peu plus de temps avec le camion, avec le mode sur mesure, custom, j'aurais pu me faire un mode avec des paramètres, aller chercher pas trop de réactivité, mais un peu plus de fermeté dans ma suspension. Je suis sûr que j'aurais été capable de me faire de quoi au quotidien. C'est la culture Chrysler Dodge, là. C'est la performance, c'est l'accélération, c'est la conduite en route. Qu'est-ce qui était le plus impressionnant durant mon essai, c'était que quand on l'a sauté littéralement là, sur le circuit, ce véhicule-là, quand on atterrit, juste l'atterrissage, n'importe qui peut être dans le poste de conduite d'un TRX parce que
le contrôle avec lequel le véhicule non seulement amortit, mais tu peux écraser la pédale de l'accélérateur pour repartir, sortir. C'est de la conduite Baja, là, littéralement. C'est impressionnant. C'est très, 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 très impressionnant. Évidemment, à l'intérieur, le TRX est extrêmement bien équipé, siège très confortable. On a le gros écran, évidemment. On a des appliques en fibre de carbone, des surpiqûres rouges, toutes sortes de technologies. On a même le système d'aide à la conduite de niveau 2, là, la conduite main libre de niveau 2, que j'ai essayé sur l'autoroute, qui fait un peu le même travail là, qu'un Super Cruise avec une navigation cartographiée là, sur certaines autoroutes sélectionnées. Essentiellement, là, un camion extrêmement bien équipé. Est-ce que ça va se vendre? Je pense que oui. C'est sûr. Je pense que oui, parce que, écoute, moi, j'ai essayé le RHO, là. Oui. Puis c'est un camion que je trouve qui roule plus doux, qui a des accélérations plus linéaires. En fait, le moteur Hurricane a plus de sens sur pas mal tous les plans en termes d'efficacité de conduite. Là. C'est plus linéaire. En route, le RHO a pas mal tout ce que le TRX a. Oui. Et puis, je l'ai essayé sur un circuit fermé similaire à ça, là, à Ann Arbor, là, justement, le RHO. Puis je me disais, wow, la réponse, juste sur quand le moteur tourne au ralenti sur l'idle, c'est beaucoup plus doux qu'un MI, mais... T'as pas le son. Les gens vont aller avec le MI. C'était un peu comme le Ram 1500 quand on a ramené le 5.7 litres. Évidemment, les ventes, là, c'est un moteur qui est moins performant sur tous les plans, même dans les deux versions du Hurricane, consomme. Ben, le Hurricane ne donne pas sa place non plus, là, mais c'est un moteur qui est c'est plus léger, ça roule plus rond, etc. Mais les gens vont aller avec le MI parce que quand est-ce que ça va se reproduire qu'on peut avoir? Peut-être que dans quelques années, on va le retirer encore une fois pour de bon et puis avoir un 6.2 litres MI surcompressé de 777 chevaux qui fait un bruit, mais adorable, là, une sonorité d'échappement adorable. C'est infernal. Je veux dire, la raison irait avec un RHO parce que justement, pour avoir toute la conduite en route, qu'est-ce que ça fait un camion de ce format-là dans un sentier? On le sait pas, là, ça va... Puis le look aussi. Hein. C'est ça, on le sait pas, là, mais entre les deux, de la raison, mais le cœur. Bon. Avec le MI, c'est pour répondre à ta question, là, je suis pas mal sûr que c'est ça, le processus, de dire, ben, on a la chance de le revoir, ce camion-là, go. Les constructeurs ne feraient pas des versions spéciales comme ça si ça se vendait pas. Exactement. Tous les constructeurs en font. Et c'est un camion qui est fait, c'est payé, le moule est payé. Puis il faut en prévoir d'autres dans les années qui viennent. Là. Toyota va se lancer dans la... Absolument. Fait que non, ça va. Fait que oui, je connaissais déjà la réponse. Je voulais qu'on jase un peu. Pour le prix, 144 995 de prix de départ. Wow. Frais de préparation de 2 995 je suis capable de me monter un camion de 200 000 là, avec tout dedans, là, tout inclus, tout ça, avec les options qu'on peut avoir. Là, j'ai pas énuméré tous les équipements qui peuvent venir en option avec ce camion-là, mais fais-moi confiance, il y en a. Puis SRT va continuer à en ajouter. Parce que SRT est là pour ça, justement, là, d'ajouter et des nouvelles éditions et des nouveaux modèles, donc il va en avoir. Mais, si tu regardes le F-150 Raptor R, c'est 155 000 155 575 de prix de départ. Donc, si on compare prix de départ pour prix de départ, OK, t'as un meilleur marché, mais quand on commence à ajouter les équipements, là, tu peux devenir fou des deux côtés. Oh oui. Essentiellement. On peut perdre sa chemise assez rapidement avec ces véhicules-là. On change de registre. Je veux que tu me parles de Lotus. Parce que moi, j'étais chez Lotus cette semaine. C'est drôle, hein, en même temps. Ben oui, je peux pas vous parler de la voiture que j'ai conduite puis de l'usine que j'ai visitée, qui est la Lotus Emira 420 Sport. Ça va aller à la semaine prochaine. Mais j'ai pu embarquer en tant que passager dans l'Elettra, qui est l'utilitaire électrique qui est débarqué là, chez nous tout dernièrement, puis que tu as pu mettre la main dessus. Histoire intéressante, hein, parce que le Lotus Elettra était déjà homologué pour le Canada en 2024. Arrivent les tarifs 100% du gouvernement Trudeau. Lotus sont comme, no, on peut pas vendre un véhicule 300 000 Parce qu'il est assemblé en Chine. Parce que c'est un véhicule Geely en dessous. Donc, ils se sont retirés. Puis là, dernièrement, l'entente entre Mark Carney et le gouvernement chinois
avec ces véhicules chinois-là. Ben, ils ont dit, ben, parfait. Ouais. Nous, notre véhicule est déjà prêt. Il est déjà homologué. Alors, ils sont déjà sur le marché en ce moment. On a pu le conduire à Montréal. Julien avait pu le conduire, notre collègue Julien Mado l'avait conduit brièvement à Toronto. Là, cette fois-ci, on a déjà donné un peu plus de temps. 1h30, c'est pas beaucoup, mais on a pu le conduire, puis j'ai pu l'essayer en masse sur l'autoroute. C'est une bombe. La version que j'ai essayée, carbone, 900 chevaux. Ouais. Écoutez, puis je n'ai pas de comparable Lotus. J'ai jamais conduit une vraie Lotus, le Nelly dans le temps. J'ai pas conduit ça. Je sais à quoi m'attendre d'une voiture de ce... Là, on est ailleurs. Là. C'est une brique, c'est lourd. Mm-hmm. Chaussé sur du 23 pouces seulement, des pneus à profil bas. Ça, pour le Québec, j'ai des doutes. Ah ouais, chaussé sur une courroie de distribution. C'est ça. Du moins, dans le mode track ou le mode sport, ça tapait assez dur sur les nids de poule. Mais très intéressant quand même comme produit, la direction très précise, la qualité de fabrication, la présentation, un écran central et des très minces affichages de chaque côté. Donc, c'est vraiment une autre philosophie, mais j'en suis agréablement surpris. OK. Ouais. Donc, bon, là, c'est pas un véhicule qui est donné. Là. Puis évidemment, la version carbone, ce sera très, très rare chez nous. Lotus va plutôt miser sur les versions inférieures, qui commencent dans les environs de 120 000 $. Donc, oui, mais c'est un véhicule de 600 chevaux quand même. C'est très chic à l'intérieur, je trouve. Moi, en tant que passager, très confortable. Mais oui. On parlait avant d'ouvrir les micros comment que ça va à l'encontre de la philosophie de Lotus de Colin Chapman qui disait simplify and add lightness, c'est-à-dire simplifier et ajouter de la légèreté. Oui. Avec un véhicule électrique, c'est le contraire. C'est le contraire. Tout est plus compliqué et tout est plus lourd. C'est vrai, mais à la défense de Lotus, j'ai quand même conduit un véhicule très agile. Tu sais, il y a des véhicules électriques, des utilitaires électriques qui sont très puissants, mais qui n'ont pas une bonne tenue de route. On sent que le surpoids handicape le véhicule. Ouais, beaucoup de difficultés à gérer. Là. Il y avait quand même du poids ici. Là, en freinant, il fallait prendre ses distances. Il ne fallait pas que je suive une voiture dans son pare-choc. Ouais. Mais côté agilité, Lotus maîtrise encore ça, même si c'est un véhicule qui n'a pas rapport avec la vieille mentalité Lotus. Donc, pour ça, là, chapeau. Bravo. Chapeau. Peut-être qu'on peut espérer que Lotus va être capable d'appliquer dans le contexte d'un véhicule électrique, de simplifier et d'ajouter de la légèreté avec des composantes de châssis plus simples et des batteries plus légères. On l'espère. Parce que ça, c'est peut-être un des bémols. L'autonomie n'est pas terrible. Là. Ah non, on est à combien? 400 km environ. Oh, OK, c'est pas beaucoup. Donc, en hiver, je sais pas. Ouais. D'ailleurs, 400 km, c'est comme rendu dépassé. Là, quand on regarde, par exemple, du côté de BMW, là, avec le iX3, le nouveau iX5, on est dans les 700 km. Ouais. Là, même le X60 de Volvo, on est rendu au-dessus de 500 km. Donc, c'est pas... mais pour la conduite, chapeau. Bon. Je le répète, là, mais c'était assez intéressant pour ça. Je vais te parler de la Porsche 911 GT3. Cette voiture. Je pense que ça résume bien la voiture. Ouais, 911 GT3 qu'on a annoncé chez Porsche qu'on allait l'offrir en mode cabriolet, en modèle cabriolet. Moi, je pense que c'est la voiture qu'on aurait... Je m'étais jamais attendu à avoir une version cabriolet d'une GT3. Non. C'est un peu c'est un paradoxe, là. C'est contraire. La GT3 est une voiture de course. De piste. Adapté à la rue, si on veut, avec un 6 cylindres atmosphérique à plat qui révolutionne jusqu'à 9000 tours, une boîte manuelle à 6 vitesses, mais un rouage à propulsion. Ça fait 503 chevaux. Une voiture de bonheur, là. Très de bonheur, absolument. Très de bonheur dans la plage aussi. Et une voiture très agile, très légère. Et puis, chez Porsche, on s'est dit, il y a un modèle Touring. Vous reconnaissez la GT3 normalement avec l'aileron qui est surdimensionné à l'arrière. Ouais. Le modèle Touring est celle qui n'a pas d'aileron. On a quand même un petit faible pour cette voiture-là parce qu'elle n'a pas l'aileron. Qu'elle est belle. Toutes les caractéristiques pareilles de la GT3. Là, on se dit, le modèle Touring est tellement populaire qu'on va rajouter un cabriolet. Cabriolet, ça veut toujours dire plus de poids. Fait que c'est ça qui est un petit peu... contradictoire chez Porsche.
Alors, la solution pour ça, c'est de mettre toutes sortes de composantes ultra légères pour compenser. Alors, on est allé chercher les ailes avant de la 911 ST. Ouais. Super léger. Les portes en fibre de carbone de la GT3 RS avec les petites ganses dans les pas les poignées de porte traditionnelles, les petites ganses là, pour tirer. On a des composantes en magnésium comme les roues en totalement magnésium qui sont disponibles dans le catalogue Porsche, mais qui sont de série sur ce véhicule-là, qui enlèvent 9 kilos de masse rotative non suspendue. On a les freins carbone céramique qui enlèvent 20 kilos de masse rotative non suspendue. On a l'assemblage du toit qui vient de la cabriolet, 911 cabriolet, mais qui a des pièces en magnésium dedans. Et puis, les ailes en arrière, ça vient de la 911 cabriolet. La boîte manuelle, elle est plus légère que la PDK, évidemment. Donc, la boîte manuelle, on l'a choisie, c'est essentiel. Chaque gramme compte. Chaque gramme compte. Normalement, sur une 911 GTS, un cabriolet, c'est 180 kg de plus. Là, on est allé chercher entre 34 et 70 kg selon comment qu'on est équipé dans les ensembles. Parce que là, je peux pas comparer toute la 911 GT3 Touring avec la 911 GT3 SC puis tous les ensembles. Là, les poids varient. Mais on est en train de séparer des cheveux là, chez Porsche pour essayer d'offrir... c'est la philosophie Porsche. Ouais. Alors... Côté conduite, je suis sûr qu'un ingénieur, un pilote d'essai, un pilote de course va dire « Ouais, c'est moins rigide parce qu'il n'y a pas de toit. Ouais, c'est un petit peu plus pesant, je le sens, le 30 ou le 40 kilos. » Pour le commun des mortels, c'est une GT3 quand même avec le vent dans les cheveux et la sonorité de ce moteur-là. C'est exceptionnel. C'est vraiment, vraiment le fun à conduire. Un flat six atmosphérique. Le plus gros problème, c'est le prix. Parce que ça coûte 60 000 $ de plus qu'une GT3 Touring. Touring. Wow. C'est beaucoup de sous. Ouais. C'est beaucoup. C'est quoi le PDSF? 313 000 $. Puis là, avec les options, on ajoute. Puis, évidemment, le véhicule d'essai que j'ai essayé, avec tout dedans, là, c'était 400 quelques $. Là, donc, c'est ça. C'est le prix. C'est un demi-million avec la taxe de luxe et tout. Puis tu te dis, t'achètes ça, puis t'as pas, je veux dire, t'as une GT3, mais t'as une GT3 cabriolet. C'est comme, c'est la GT3, mais c'est pas la GT3. C'est un GT3 cabriolet. Donc, c'est un pensez-y bien dans cette optique-là. Par contre, les attributs techniques du véhicule sont exceptionnels. Donc, j'ai hâte de voir ça va être quoi la réponse. Je suis sûr que ça va vendre, mais ça va être quoi la réponse à travers les années de ce véhicule-là? C'est une question qu'on peut se poser. Ça va se vendre très bien en Californie. Parce que c'est la première, là, GT3 cabriolet, là, évidemment. Dans l'histoire, c'est presque un non-sens. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pour le moment, toujours une voiture excellente. Très le fun à conduire. Et pour plus de détails, allez lire son texte. Ah oui, le texte sur le guide de l'auto, évidemment. Rapidement, Porsche Cayenne électrique turbo, le modèle turbo. On a quelques minutes pour parler de ça. Écoute, ça fait 20 ans que je fais ça, ce métier-là. Là. C'est le véhicule qui m'a le plus impressionné à l'accélération. J'ai pas tout essayé dans ma vie, là, mais je vous le jure, je le répète, je l'ai mentionné dans mon texte, dans mes vidéos, mes yeux étaient rendus... dans tes orbites? Un demi-pouce plus loin. C'est à ce point violent. Quand tu mets dans le mode le plus extrême, Sport Plus, c'est ce que j'ai retenu de ce véhicule-là. Ouais. J'ai même pas trouvé ça agréable tellement c'était pas incontrôlable, c'était très contrôlé, mais c'était tellement impressionnant. Je vous dis, j'ai jamais vécu ça dans ma vie. Mm-hmm. Mais pour le reste, c'est une solide machine. Ouais. La tenue de route Porsche est là. Bon, la lourdeur aussi. C'est le cas de tous les électriques. Mais puis on a même une sonorité qui imite le V8 en plus. Oui, je sais. Qui est pas... C'est pas un V8, mais on s'en approche. Ouais. Il y a quelque chose... Tu sais, Porsche tente quelque chose avec le Cayenne. Mais là, avec ce qui se passe avec le Macan, j'ai comme des doutes. Ouais. Mais Porsche est rendu là. Je veux dire, ce Cayenne-là est beaucoup plus performant que tous les autres Cayennes avant. Là. Tous les Cayennes thermiques sont dépassés par le Cayenne électrique turbo en termes de puissance. Ouais. En termes d'agrément,
C'est peut-être mieux avec un Turbo GT, là, qui est la version la plus épicée du côté thermique. Du côté thermique. Mais c'est une affaire que j'ai mentionnée à Marc Lachapelle la semaine dernière, c'est dans les catalogues de véhicules chez Porsche, des utilitaires, par exemple, en l'occurrence Macan et Cayenne, quand tu essayes les moteurs thermiques, un en arrière de l'autre, tu vois une très bonne différence entre ces modèles-là. Tu sais, le 4 cylindres, le 6 cylindres, le GTS versus un Macan de base. Cayenne, la même chose. Tu essayes le turbo, tu essayes un Cayenne de base. C'est comme un monde, ou un hybride, c'est comme des mondes de différence. Tandis que dans les électriques, tu vas essayer un S, un turbo, la puissance est vraiment augmentée, mais la différence en termes de tenue de route, ça va tout extrêmement bien. Mais le comportement est très similaire entre les véhicules. Très similaire. Ouais, OK. Très similaire. Je suis d'accord. T'es d'accord avec ça? Parce que lors du lancement, on avait conduit aussi les versions Cayenne, en fait, électriques, sans turbo. Fait qu'un bon milieu, c'est comme un Cayenne S électrique. Que tu as pu conduire? Oui, exactement. Ouais. Puis, mais tu n'as pas le droit d'en parler pour l'instant. Non, j'ai le droit d'en parler. Alors, parlons-en. On n'a plus beaucoup de temps, mais je peux te dire que c'est un bon milieu. Tu sais, t'as pas besoin de 1000 forces, là, comme dans le Cayenne Turbo, où c'est 1000 quelques chevaux. Puis c'est ça l'automobile. C'est ça. C'est souvent ça. C'est souvent le modèle du milieu qui se vend le mieux, qui répond le plus aux besoins, qui est un peu plus sportif sans être trop. C'est ça l'histoire automobile. Ouais. Merci Vincent d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de parler avec toi d'automobile. J'espère que tu vas pouvoir revenir une fois de plus au podcast puis qu'on va pouvoir encore jaser. Ouais, sortir des nouveaux arguments pour les utilitaires, les voitures électriques et puis les voitures, le fun à conduire qu'on a l'opportunité de conduire. Merci tout le monde d'avoir été parmi nous. On se revoit dans 2 semaines avec plus d'actualités et plus d'essais. Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.